corps d'Antoine reposait, inerte, sur les rochers acérés qui bordaient la côte sauvage de l'île. Les vagues, agitées, s'écrasaient contre la carcasse, projetant des gouttelettes d'eau salée sur son visage défiguré. La peau était gonflée, marquée par les longues heures passées sous l'eau. Elle avait pris cette teinte blafarde, presque translucide, qui trahit les morts noyés. Ses vêtements n'étaient plus que des lambeaux délavés, incrustés de coquillages et de débris marins. L'île, désolée et balayée par le vent, offrait un paysage austère, où rien ne poussait, à part quelques herbes rabougries, luttant pour survivre sur des terrains plats et rocailleux. Les rochers, sombres et glissants, étaient recouverts d'algues, témoins des tempêtes qui s'étaient abattues sur ce coin du monde. En cette fin octobre, l'air était chargé d'une humidité pénétrante, presque électrique, annonçant l'arrivée imminente de l'hiver. La brise, fraîche et mordante, portait avec elle les effluves de sel et de décomposition, créant une atmosphère de désolation. Les mains, rigides, étaient couvertes de coupures, comme si le cadavre avait été malmené par des rochers ou des épaves dérivant dans l'océan déchaîné. Une montre, brisée, pendait mollement à son poignet gauche, arrêtée à une heure précise. Un détail qui pourrait marquer l'instant exact où tout avait basculé. Les yeux, à demi ouverts, étaient voilés d'une couche laiteuse, fixant sans voir l'horizon, comme s'ils attendaient une réponse qui ne viendrait jamais. La bouche, entr'ouverte, semblait vouloir murmurer quelques secrets étouffés par les flots. Un filet d'algues s'était enroulé autour de son cou, glissant jusque dans sa bouche, donnant l'illusion sinistre que la mer elle-même avait cherché à l'étouffer. L'odeur, malgré la fraîcheur relative de l'air marin pour un mois de novembre, était insupportable. Une puanteur âcre de décomposition montait du corps, se mêlant à celle de l'iode. Des mouettes criaient au-dessus, tournoyant, attendant le moment propice pour plonger, attirés par la présence de cette chair en putréfaction. Quelques rayons du soleil perçaient timidement les nuages, éclairant ce tableau funèbre d'une lumière crue. À chaque va-et-vient des vagues, le corps semblait s'animer brièvement, comme s'il cherchait encore à respirer, mais ne faisait que se mouvoir au rythme d'une danse macabre, orchestrée par la mer. On devinait qu'il avait été projeté ici, le livrant à la merci des éléments. Au loin, on entendit des pas arriver. Soudain, l'effroi. On découvrit son corps et l'on se plaqua aussitôt une main sur la bouche par rapport à l'odeur qui régnait. Le phare n'était pas loin. Du haut de ses 80 mètres, on pouvait percevoir le corps d'Antoine. C'était d'ailleurs le propriétaire des lieux qui l'avait découvert en prévenant immédiatement la gendarmerie nationale. « Oh, quelle horreur !» lâcha Anna, le cœur serré. À cet instant, un flot de souvenirs la submergea. 1 an plus tôt, elle l'avait rencontré au Salon du Livre de Paris. Antoine, avec son sourire charmant et sa voix chaleureuse, l'avait captivée. Ils avaient échangé sur la passion de l'écriture, sur les histoires qui façonnent nos vies, et sur la manière dont la littérature peut donner vie à des émotions inexplorées. Comment avait-elle pu oublier cette rencontre ? L'image de son visage lumineux contrastait avec la scène macabre qui se déroulait devant elle. C'était comme si le destin s'était moqué d'elle, prenant un homme qu'elle avait à peine eu le temps de connaître. « Désormais, c'est lui qui se trouve à la place de ses victimes dans ses polars, » affirma Laurent. « Tu avais raison, Anna. Ton intuition était sale. »« Je ne l'imaginais pas à ce point, » murmura-t-elle, la gorge serrée. « On va laisser le médecin légiste se charger de ce sale boulot, pour en savoir un peu plus sur l'heure de sa mort. En attendant, nous allons commencer les interrogatoires des personnes qui pourraient être liées à son décès. » Décédée sur une île déserte, quelle tristesse. Avec aucun témoin, l'enquête risquait d'être rude. Néanmoins, Anna ne perdit pas son courage. Elle avait déjà résolu des affaires plus complexes en Alsace. Les premières questions qu'elle se posait tournaient autour de la cause de sa mort. Une vengeance personnelle ? Une vendetta familiale ? Un acte commandité ? Des secrets qui faisaient chanter la victime ? Les causes pouvaient être nombreuses. Avec son partenaire, Anna se dirigea vers le propriétaire des lieux. Il était assis au pied de son phare. Son visage était marqué par l'angoisse, une expression que l'on pouvait lire aussi sur le sien.
Était-ce le fait d'avoir découvert le cadavre d'Antoine? En s'approchant de lui, il releva la tête et comprit qu'il allait devoir répondre à certaines questions. Une enquête s'ouvrait. « À quand remonte votre dernière entrevue avec Antoine Morin ?» demanda le capitaine Landreau. « Il y a déjà plus d'une semaine. C'était lors de la dernière tempête. »« Dans la nuit de mercredi à jeudi ?» ajouta Anna, son cœur battant plus fort. « Tout à fait. »« Est-ce qu'il vous a paru soucieux? Inquiet ?»« Oh non, pas du tout. C'était plutôt moi qui me faisais du souci pour lui. Les phares ont beau être résistants, cela n'empêche pas qu'ils peuvent céder face aux forces de la nature. »« Ce n'est pas la première fois qu'une personne disparaît, lança Anna. Mais c'est la première que l'on retrouve. Est-ce que la victime vous a donné les raisons de sa venue sur cette île? » Non, pas du tout. Je me souviens lui avoir demandé à plusieurs reprises s'il était vraiment sûr de vouloir dormir ici. Il m'a dit qu'il ne serait pas le premier ni le dernier à affronter une tempête sur cette île. Il était vraiment décidé à y rester. « Vous avez quitté l'île vers quelle heure ?»« Sur les coups de 19 heures. »« Vous n'avez remarqué aucun individu à proximité ?»« Non, pas du tout. La mer commençait d'ailleurs à se déchaîner. Il était temps pour moi de rentrer. » « Saviez-vous qu'il écrivait des polars et qu'il venait de la région ?»« Pas du tout. Moi et la lecture, ça fait deux. Et j'avoue que ce soir-là, je n'avais qu'une seule envie, rejoindre le continent. » Concernant ces autres disparus, ajouta Laurent, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Que voulez-vous que je vous dise? Et qui ils étaient, par exemple? Contrairement à M. Morin, ce qui m'a choqué, c'est que c'étaient des femmes seules qui venaient passer une nuit dans le phare. Des femmes seules? Oui. Chaque fois, je leur demandais la raison de leur venue, et toutes m'ont répondu la même chose. L'envie de prendre le large avec la terre ferme. « Comment s'appelait-elle » continua Anna. « Oh, il faudrait que je retourne dans mes cahiers de réservation. » À quand remonte la première disparition? C'était en 2020, juste avant la deuxième épidémie du Covid, en octobre. Ensuite, il y en a eu une tous les ans, jusqu'à aujourd'hui. Antoine est donc la 4e personne à disparaître. Non, c'est le premier à mourir. Je ne veux surtout pas penser que ces femmes aient pu connaître le même sort. Quand on remarque ce qu'est la mer faire d'un corps au bout d'une semaine, je ne préfère pas imaginer après plusieurs années, laissa échapper Anna, la voix tremblante. Ce sera tout pour le moment, conclut le capitaine Landreau. En revanche, je vous demanderai de rester à notre disposition durant les investigations de cette enquête. La nuit ne tardait pas à tomber, et un vent frais soufflait dans les oreilles des gendarmes. Le capitaine remarqua les quelques boucles rousses qui se laissaient emporter par les rafales sous le bonnet gris d'Anna. Elle était menue, belle à croquer, mais elle possédait l'attitude d'une chienne qui ne lâchait jamais son morceau ou qui s'apprêtait à mordre dès la moindre menace. Ensemble, ils filèrent vers un zodiaque qui les avait déposés là, quelques heures plus tôt. Anna regarda le phare et déclara « Il est vraiment haut. » « C'est le plus haut du monde. Il fait près de 83 mètres, affirma Laurent. À l'intérieur, il y a 383 marches. Et pas d'ascenseur? Vous plaisantez. Les architectes et les ingénieurs de l'époque n'ont certainement pas pensé qu'on le visiterait des décennies plus tard. Vous les avez montés? Ah non, je n'ai jamais pris le temps pour le faire. La vue doit être époustouflante. Ça, c'est sûr, en espérant que votre souffle ne soit pas coupé une fois là-haut. Et puis, il faut penser à redescendre après. Il y a une question que je me pose. Laquelle? Pourquoi avoir tué Antoine Morin pour le jeter à la mer, si c'est ainsi qu'a procédé le meurtrier? Il aurait tout autant pu l'emmener là-haut et le jeter dans le vide. Ainsi, il aurait pu déguiser son meurtre en suicide. Il n'avait peut-être pas ton imagination, ou le courage de monter toutes ces marches, voire le vertige. Sans doute. Les deux gendarmes descendirent le sentier rocailleux qui menait au petit embarcadère. Leurs pas résonnaient faiblement sur le gravier humide. La lumière du crépuscule s'éteignait doucement, et la nuit s'étirait, avalant peu à peu le paysage autour d'eux. Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le murmure du vent qui sifflait. L'air était chargé d'humidité, avec ce parfum âpre de varech et de sel, typique du Nord Finistère en cette période de l'année. Laurent Landreau serra la mâchoire, tandis qu'il jeta un dernier regard vers l'île sombre derrière eux. Son visage buriné montrait un mélange de fatigue et de tension. Anna, plus jeune, était visiblement secouée. Ses traits étaient tirés
et ses yeux semblaient chercher des réponses dans la mer grise qui clapotait doucement contre les rochers. Ils grimpèrent dans le zodiaque. Leurs gestes calmes, mais mécaniques, étaient habités par la gravité de leur découverte. Alors qu'on démarrait le moteur, le vent se levait, plus fort, glissant des gerbes d'embrun sur leurs visages déjà marqués par la froideur de l'air marin. L'embarcation fila sur l'eau sombre, les vagues se creusant sous le frémissement du vent, et la silhouette de l'île s'effaça peu à peu dans la pénombre. À l'horizon, des nuages bas s'étiraient au-dessus de la côte, telles des ombres lourdes. Les deux gendarmes avançaient en silence vers un continent à peine visible. Chacun se trouvait perdu dans ses pensées. Le poids de leur enquête allait peser lourdement sur leurs épaules. En mettant pied à terre, Laurent amena Anna dans une crêperie. Pour sa part, on ne pouvait pas mener à bien une enquête en restant l'estomac vide.